et le zoo de la Boissière. Nous avons un partenariat ensemble depuis déjà quelques années, on va dire. Et depuis, on va dire, 2-3 ans maintenant, plus particulièrement, on était assez fiers de toujours partager sa passion pour les gibbons, puisque, si ma mémoire est bonne, la Boissière a été ton deuxième parc où tu es venu voir des gibbons dans les parcs zoologiques en France. Donc, juste 2 minutes sur Boissière. Le parc est un parc qui a bientôt 29 ans d'ouverture, depuis une quinzaine d'années qui s'est spécialisé dans la reproduction d'espèces rares, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années qui s'investit dans la conservation. Juste un petit chiffre, on verse à peu près entre 20 et 25 000 euros chaque année pour différents programmes de conservation à travers le monde. Évidemment, on essaye d'aller sur des espèces présentes au parc. Ça a commencé évidemment par les orang-outans, vous savez pourquoi. On a aussi un programme pour les gorilles au Cameroun, au Pérou pour les titis, donc les gibbons et cacahuètes. Et puis on participe chaque année normalement à toutes les différentes campagnes et hasards. Et cette année, comme l'an dernier, puisque c'est une campagne de 2 ans, c'est l'Asie du Sud-Est qui est à l'honneur. Quoi dire d'autre? Je pense que Shiny présentera mieux Cacahuète que moi. Je vais lui laisser la parole et le remercier encore de sa présence parce que c'est toujours un honneur de le recevoir. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à tous d'être venus. Si je bécaye un peu, c'est pas grave, simplement que j'ai froid. Donc je vais essayer quand même d'être compréhensible. Donc je vais vous parler de mes amis gibbons aujourd'hui. Je vais vous parler de Cacahuète. Je vais vous parler un petit peu de son histoire pour que vous compreniez, pour les gens qui connaissent peut-être moins bien Cacahuète, comment j'en suis arrivé à vivre en Indonésie pour essayer d'aider les gibbons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout a commencé avec des rêves de gamin. Moi, quand j'étais enfant, c'était tout pour les singes. J'ai été passionné par les singes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était les singes. Donc du coup, à 9-10 ans, 10-11 ans, je collectionnais tous les bouquins sur les singes. Tout ce qui pouvait parler de singes, je l'ai acheté, c'était pour moi. Il y avait notamment des vieux articles de National Geographic où il y avait Diane Fossé à l'intérieur, je me les ai procurés. C'était vraiment tous les singes et de manière très 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 forte. Et puis parmi tous ces livres, il y en avait un qui se différenciait des autres. Tous les singes du monde, tous les singes tenaient dans un petit livre comme ça. Et ils étaient tous. Donc je passais du temps à observer, à regarder ce livre, les photos, dont l'auteur, Jean-Yves Collet, avait passé des années autour du monde pour faire ce bouquin. Et je me suis dit, il faut absolument que je contacte cet auteur pour lui poser des questions, etc. Donc j'envoie une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, toujours pas de réponse de monsieur Collet. Je renvoie encore des lettres, 5 lettres, 6 lettres, 7 lettres, et là, enfin, une réponse. Dans un premier temps, il s'excuse, il dit « Excuse-moi, je suis très occupé, j'ai pas pu te répondre plus tôt. Mais dis donc, t'as 11 ans, je suis surpris par ta démarche, faut qu'on se rencontre. » Et par la loi des hasards, il avait des grands-parents en Savoie, les miens aussi étaient en Savoie, et puis on se retrouve dans un petit village. Et puis je rencontre ce monsieur qui revenait de 4 ans autour du monde, filmer les grands singes, les singes, pour le film à l'époque qui s'appelait Le Peuple Singe. Et donc je le regardais avec de grands yeux très timide. Et puis sur ce bouquin, il me fait une petite dédicace à mon copain Aurélien, ce petit voyage au pays de nos amis communs les singes. J'espère de tout cœur que tu seras bientôt capable d'aller les voir sur le terrain. Bon courage et belle passion. Et là, aller sur le terrain, c'était aussi mon rêve. Les singes, certes, mais c'était surtout les singes dans leur milieu naturel. Alors il me fait, tu sais, tu as 11-12 ans, ce que tu peux faire pour avoir un premier contact avec les singes, c'est d'aller dans un zoo. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc, en rentrant dans le sud, je suis originaire du Var, je suis allé dans le zoo de ma région, puis je suis allé voir les singes. Et parmi tous ces singes, il y en avait un qui se différenciait des autres. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais simplement il se différenciait parce qu'il était toujours tout seul, ou souvent tout seul, et il était surtout dans de mauvaises conditions. Donc je me suis dit, si je veux aider ces singes,
il va falloir que je les comprenne, que je passe du temps à comprendre ce qui se passe dans leur petite tête, pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer du temps dans les zoos. Ça c'est Washo, une femelle que j'ai rencontrée justement quand j'avais 12 ans, qui est toujours en vie, qui a 47 ans aujourd'hui, mais à l'heure actuelle. Et donc les gibbons. Passer 5 ans à les observer tous les mercredis, alors que les copains allaient jouer au foot. Ben moi j'allais au zoo et je passais mon temps à observer les gibbons. Là c'est avec Gigi, Minai. Puis ensuite je suis allé dans d'autres parcs, ici. Et donc ça a été vraiment des années comme ça à essayer de percer les secrets des gibbons. Les gibbons sont monogames, fidèles. Donc je me suis rendu compte des problèmes pour former des couples. Puis je me suis dit, voilà, tout ce savoir que j'ai acquis, une démarche très prétentieuse, il va falloir que je le communique. Et donc j'ai écrit un petit livre, avec toutes les notes que j'avais prises, j'ai écrit un livre, je me suis dit, je vais photocopier, puis je vais envoyer à tous les parcs pour qu'ils sachent bien s'occuper des gibbons. Et avant de le photocopier et l'envoyer comme ça, j'ai quand même contacté un éditeur qui a été surpris par la démarche du gamin, à l'époque j'avais 16 ans, qui passe son temps encore une fois avec les gibbons, et qui a écrit un livre sur eux. Donc il décide de l'éditer, et c'est comme ça que je publie le premier bouquin, donc quelques années plus tard, nouvelle coupe de cheveux et un bouquin, Le gibbon à main blanche. Et donc ça c'était déjà la première pierre pour moi. Mon rêve c'était de vivre avec les singes, de les aider, et je sentais qu'avec ce livre c'était un premier pas. Mais mes vrais rêves concernaient quand même les singes, les gibbons, mais surtout là-bas, dans leur milieu naturel. Mais encore une fois, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il va falloir patienter un petit peu. Et grâce à ce bouquin, il y a quelques journalistes qui s'intéressent. Ils se disent, tiens, c'est bizarre ce gamin qui passe son temps avec les singes. Des journalistes qui s'intéressent, les articles paraissent dans la presse. Et un de ces articles tombe dans les mains d'une dame qui est devenue une petite fée pour Calouette. C'est la comédienne Muriel Robin, qui, en se levant le matin, ouvre un magazine. Dans le magazine, il y a un article sur cet ado qui passe son temps avec les gibbons. Et surtout dans l'article, je disais que mon rêve, c'était de partir en Asie, sauver les vrais gibbons, les sauvages. Et elle décide de contacter mon éditeur. Elle obtient mon numéro de téléphone, et à l'époque, je rentre du lycée. Le téléphone sonne. Muriel Robin, bien sûr. Elle me dit, non, c'est vraiment moi. J'ai lu un article sur toi, tu veux partir en Asie sauver les gibbons. Eh bien, tu pars. Et je serai toujours là. Et elle finance mon premier voyage. Je passe le bac, 2 jours plus tard, dans l'avion, pour, dans un premier temps, la Thaïlande. Alors là, des rêves, on passe à la réalité. Mon rêve, c'était quoi? C'était de vivre dans une petite cabane, dans la jungle, avec les gibbons autour de moi. Ça aurait été le pied. Puis je me suis rendu compte que la réalité sur place était tout autre. Donc dans un premier temps, en 97, j'arrive en Thaïlande. Je passe 3 mois en Thaïlande, je rencontre les gibbons à l'état sauvage, je suis heureux. Je passe 2 mois sur la frontière birmane, 1 mois sur la frontière du Cambodge. Mais je ne me sens pas à ma place parce que je n'ai pas encore compris ce que je peux réellement faire pour les gibbons. Je regarde des gibbons, je rencontre des gibbons dans des parcs nationaux plus ou moins bien surveillés, mais ça se passe en manière générale plutôt bien. Et puis je prends conscience d'une autre réalité, au même moment, dans un autre pays, et je me rends compte par les journaux qui sont distribués dans l'avion au moment où je rentre en France, qu'au même moment, dans un autre pays, il y a des incendies. En 97-98, en Indonésie, on a perdu 2 millions d'hectares, suite à des incendies liés à une sécheresse de plus d'1 an, qui, elle, était causée par le phénomène climatique El Niño. Donc je me suis dit, voilà, si je veux aider les gibbons, c'est là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de soucis. Donc, j'étais dans l'avion pour rentrer en France. Pour la première fois, je rencontre Muriel. Et au lieu de lui expliquer ce que j'ai fait avec son soutien quand même pendant 3 mois en Thaïlande, je lui explique ce que je veux faire en Indonésie pour sauver les gibbons. Et elle me sourit, elle me dit, fonce, vas-y. Mais certes, en Indonésie, il y avait cette problématique environnementale, mais aussi une autre réalité. Après 32 ans de dictature, l'Indonésie a connu son printemps arabe à cette époque-là. Des millions de personnes dans les rues, des blindés à chaque coin de rue, et moi je débarque à Jakarta pour sauver les gibbons. Mauvais timing. L'ambassade de France me
rappelle que je serais plus le temps de repartir en France et de continuer les études au lieu de venir sauver les gibbons. Je prends la décision de partir immédiatement sur Bornéo, loin des agglomérations, loin des grandes villes, pour me faire une idée de la situation sur place à propos des gibbons et surtout loin des événements. Et puis je suis confronté à la réalité. Nombreux sont les gibbons détenus en captivité qui servent de jouets vivants. Vous voyez un gibbon dans une caisse, les gibbons mourants. Les animaux servent de jouets vivants. Donc pour la capture d'un bébé gibbon, il faut tuer la mère dans la forêt pour capturer le bébé qui est blotti contre sa maman. Comme les gibbons sont monogames et fidèles, protègent leur territoire en poussant des vocalises en duo. Si vous tuez la mère pour prendre le bébé, le mâle qui reste dans la forêt va être dépossédé de son territoire par les autres gibbons et va mourir aussi. Donc une cellule entière de gibbons est décimée pour un seul bébé. Et dans chaque village à Bornéo, et encore au jour d'aujourd'hui malheureusement, on estime encore à 6000 gibbons le nombre de gibbons détenus en captivité chez les gens. 6000 gibbons, vous multipliez par 4 ou par 5 pour connaître le nombre de gibbons qui ont été exterminés de la forêt. Donc ça c'est une réalité et rien n'est fait pour aider les gibbons. Pendant des années, et depuis longtemps, déjà à l'époque, il y avait des organisations pour les orang-outans. Il faut sauver les orang-outans, on va tirer les fautes de Sébastien, mais tout le monde avait oublié les gibbons. Puis une autre réalité, la déforestation. Moi je pensais que Bornéo c'était la forêt vierge de partout. Sauf que le président Suharto, en 32 ans, il a donné 90% de la forêt à Bornéo aux concessions forestières. Donc ça ne veut pas dire qu'on a perdu 90% de la forêt, mais ça veut dire qu'on a perdu 90% de la forêt primaire, cette forêt intacte et qui n'a jamais été touchée par l'homme. Les compagnies ont fait des abattages sélectifs, ont pris les essences riches, chères, et donc la forêt, il y a des pistes, il y a des traces humaines de partout. En tout cas, dans les plaines, ce qui est marqué de vert sur la carte. Et puis au-dessus des années 2000, donc là, je vais me diriger vers une présentation de ce qui se passe réellement maintenant sur place, 15 ans plus tard. Donc dans la chronologie, après les années 2000, une autre problématique, encore bien plus grave. Après les années 2000, on a une fièvre de l'huile de palme qui s'est emparée de l'Indonésie. Donc toute cette forêt, qui avait déjà été un petit peu morcelée par les compagnies forestières, est convertie en plantation. Des centaines de milliers d'hectares où il ne reste plus un seul arbre. Ça, c'est la réalité. Il fallait l'avaler, cette réalité, parce que ce n'est pas du tout ce qui correspondait à mes rêves de gamin. Quand même, comme je vous l'ai dit, comme les compagnies forestières, les compagnies d'huile de palme s'installent dans les plaines. Donc on a toujours une forêt au cœur de Bornéo, qui représente justement à peu près 10% de la forêt à Bornéo, qui est une forêt encore de très bonne qualité, une forêt primaire, parce qu'elle se trouve sur du relief. Difficile d'accès pour les compagnies forestières à l'époque. Et pour le moment, il faudrait que l'INRA ne bosse pas trop sur de nouvelles semences de palmiers à huile, mais pour le moment, les palmiers à huile produisent peu en altitude. Donc du coup, cette forêt en altitude est pour le moment plutôt épargnée. Ça, une petite idée, la forêt à Bornéo, hier, aujourd'hui et demain, on voit très bien la déforestation et on se rend compte qu'en 2020, la forêt, la projection qu'on fait sur la forêt, ce sera une forêt qui restera justement sur le relief. Là où, encore une fois, le palmier, pour le moment, peut pousser, mais n'est pas vraiment rentable. Alors, des rêves confrontés à une réalité. Maintenant, qu'est-ce que je peux concrètement faire sur le terrain pour aider les amis gibbons? Une philosophie de départ qui est toujours la même au jour d'aujourd'hui: sauver ce qui peut l'être lorsqu'il est encore temps. C'est-à-dire quoi? Je suis sur le terrain, j'ai l'opportunité de sauver un gibbon, je le fais, je le récupère. Je ne me pose pas de suite la question de savoir est-ce que je vais pouvoir le relâcher, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il... Non. J'ai l'opportunité de sauver quelque chose, je le sauve. Ça marche pour la forêt, ça marche pour les gibbons, et c'est une philosophie. Foncez. On n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de dire on va envoyer un chercheur étudier la biodiversité de cette parcelle de forêt pour voir si ça vaut le coup. Non, on sait. Il y a de la forêt, il y a de la biodiversité. Sauvons. Sauvons. Donc dans cette mission, il y a une chronologie qui est liée aussi à une démarche personnelle. La naissance de l'association juste avant de partir de France, parce qu'il faut aussi monter une association pour pouvoir récolter des fonds. Et puis ça a coïncidé en 98, l'obtention du bac, la majorité et hop, le départ de chez les parents. 99, premier accord
avec le gouvernement indonésien pour la création du premier programme de conservation des gibbons en Indonésie. Après plus de 9 mois de négociations à Jakarta. 2004, la création d'un second centre à Sumatra, parce que exactement les mêmes problématiques à Sumatra, déforestation, animaux détenus en captivité, et hauts fonctionnaires indonésiens qui, pour une forme de prestige, vont avoir un gibbon devant chez eux, dans une petite cage, parce que ça fait bien d'avoir un gibbon qui chante le matin devant chez soi. Et puis, une démarche personnelle, 2012, l'obtention personnellement de la nationalité indonésienne. Pourquoi c'est autant important pour moi? C'est que j'ai plus les fesses sur un fauteuil éjectable en ayant maintenant la nationalité indonésienne. Donc je peux avoir un autre ton aussi avec les autorités là-bas, parce qu'encore une fois, je me bats aussi un petit peu pour mon pays maintenant, puisque j'ai la nationalité indonésienne. Et puis en 2013 aussi, via l'IUCN, on arrive maintenant à s'investir pour la protection des gibbons en dehors de l'Indonésie. Donc ça, c'est un petit peu la chronologie. Mais sur place, concrètement, Calauet, c'est quoi? Donc 2 projets. Un sur Bornéo, un sur Sumatra. À Java, on a aussi des gibbons. Il y a une organisation australienne qui s'en occupe, la Silver Gibbon Project. Et on travaille aussi en collaboration pour venir en aide à ces gibbons. Sur ces centres, on va travailler au premier aspect du projet. Sauver les gibbons? Non, c'est pas la réalité. C'est sauver des gibbons. Et il m'a fallu presque 15 ans pour aussi que cette pilule elle passe. Parce que quand je suis arrivé, je voulais sauver les gibbons. Grâce à Calauet, c'était certain, les gibbons n'allaient jamais disparaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai que Calauet tout seul va pouvoir sauver les gibbons. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sauver des gibbons. Chacun des gibbons qui croisent notre chemin. Et ça, c'est être réaliste. Et c'est déjà pas mal de sauver 1, 2, 3 gibbons. Et il faut le faire. Mais c'est la réalité, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens pensent que « Oh, mais ça va les gibbons, il y a des associations qui s'occupent d'eux. » Non, non, non. Non, non, encore une fois, on sauve des gibbons, pas les gibbons. Alors, quand je suis arrivé à Bornéo, rien que pour construire les centres, pour s'occuper de ces gibbons, il a fallu des terrains. Pas d'argent pour acheter des terrains. Donc, dans un premier temps, je me suis installé dans un parc national. Je me suis dit, parc national, forcément, je ne serais pas embêté. Les arbres sont protégés, c'est un parc national. Sauf que dans un contexte indonésien, ça ne se passe pas comme ça. Et quand les bûcherons travaillent dans un parc national, et que je vais les voir, et que je leur dis, vous savez, c'est un parc national, vous ne pouvez pas couper ici. On regarde et on fait, t'es qui toi? Tu travailles pour le département des forêts? Ben non, moi je suis de l'association Calauet. On s'en fiche, ils m'ont pas qui couper. Il faut que les gardes viennent nous voir. Mais les gardes ne sont jamais là. Donc après quelques années, c'est une évidence, il faut déménager. Mais j'ai toujours pas l'argent pour construire des terrains, des infrastructures sur mes propres terrains. Donc je déménage sur une île au milieu d'un lac, l'île d'Ampapak, on est en 2002. Je déménage une trentaine de gibbons sur ce nouveau site. Encore une fois, les terrains ne nous appartiennent pas, donc comment investir sur le très long terme quand les terrains ne nous appartiennent pas? Des accords sont faits avec les villageois pour qu'on puisse utiliser les terres. Je dois notamment leur acheter les fruits, exclusivement à eux. Ça se passe très très bien. Puis en finalité, vous savez, quand vous commencez à payer l'ananas 5 fois le prix du marché, parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller ailleurs, ça commence à devenir délicat. Et puis de toute façon, encore une fois, comment investir sur des infrastructures pour loger au mieux nos animaux si les terrains ne nous appartiennent pas? Et finalement, donc plutôt récemment, en 2010, à Bornéo, on redéménage sur les terrains qu'on a achetés. Donc vous voyez la démarche, je suis arrivé en Indonésie en 98, j'ai enfin eu les moyens pour construire les infrastructures sur des terrains qui nous appartiennent plus de 10 ans plus tard. Et là, gros déménagement, parce qu'il faut déménager pas 30 gibbons, mais 130 gibbons. 10 allers-retours en hydravion, on mettait même les gibbons dans les flotteurs de l'hydravion pour économiser les allers-retours, les animaux qui étaient évidemment tranquillisés et anesthésiés. Donc voilà, rien que pour obtenir les terrains pour construire Calauet, c'est pas évident. L'île Marac, si vous avez vu le film de France 2 récemment, on nous y voit sur l'île Marac. Elle ne nous appartenait pas évidemment. On est sur l'équateur, pays chaud, plage de sable fin, cocotiers. L'île n'attire pas simplement les associations, mais aussi les investisseurs hôteliers. Australiens, dans ce cas-là, qui essaient d'obtenir l'île, de nous mettre dehors. Donc ça a été un combat de plus de 10 ans, qu'on continue encore aujourd'hui, parce qu'on veut protéger l'île, mais on a décidé que c'était pas bien du tout pour les animaux, parce qu'encore une fois, comment investir sur des terrains si on n'est pas sûr de l'avenir?
Donc il a fallu déménager, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, sur le nouveau site de Sumatra, à l'intérieur des terres, 8 hectares destinés aux infrastructures du projet à Sumatra. Donc vous voyez, arrivé en Indonésie en 1998, et simplement en 2012, on arrive à s'installer sur des terrains qui nous appartiennent, à Sumatra. Sur ces terrains, on y trouve quoi? Des grandes volières, où on a les gibbons en couple, isolés les uns des autres par la végétation, pour les animaux qui sont en cellules familiales. Donc des volières hautes de 6 mètres, longues de 12 mètres, en forme de losange, où on a des équipes qui s'occupent des animaux, au nettoyage, au nourrissage, des cages de quarantaine, nouvelles cages de quarantaine, toujours en construction, parce qu'on travaille en flux tendu, on a toujours des animaux qui arrivent. Ça, c'est la clinique qui a été financée par les amis de Calawet. On a lancé un appel, et on est arrivé à collecter les fonds pour construire cette clinique sur Bornéo. On est en train de construire une autre sur Sumatra. Donc voilà, maintenant on n'a plus peur dans l'avenir, puisque les terrains nous appartiennent, on peut vraiment donner le meilleur pour les gibbons. Et aujourd'hui, on en a 243. En fait, je suis arrivé il y a 3 jours en France, et en arrivant à Paris, en ouvrant mon téléphone portable, je me suis rendu compte que mon équipe venait de recevoir un nouveau gibbon. C'est aussi l'une de mes fiertés, ça veut dire que je peux être devant vous aujourd'hui, vous parler de Calawet, mais le projet là-bas fonctionne très très bien. Donc 243 gibbons, 5 espèces de gibbons, dont le gibbon de Klaus, une espèce endémique de l'ouest de Sumatra, sur les petites îles de Mentawai. Elle n'est absolument pas en captivité, et on a bon espoir de pouvoir les relâcher dans la nature, parce que l'habitat est encore bon là-bas, contrairement aux autres parties d'Indonésie où on a un problème d'huile de palme. Dans ces petites îles de Mentawai, on a un problème de tombe de brousse, donc du coup les gibbons ont été chassés, mais il y a toujours l'habitat. Donc du coup on peut facilement remettre les gibbons à l'intérieur. Donc ça c'est un espoir. Pour le gibbon de Klaus, les siamans, gibbon de Muller, Alubarbis, qu'on trouve à Bornéo. Alors, une équipe, évidemment, comme je vous l'ai dit, je peux me permettre d'être ici, vous présenter Calawet, parce que justement, il y a une équipe sur le terrain, des soigneurs, des vétérinaires, etc. Et puis des gens qui me suivent depuis le début. En haut à droite, c'est Nanto, qui est avec moi depuis le début de Calawet, qui gère maintenant le projet, qui est plus que mon bras droit. C'est quelqu'un qui sait tout faire, qui est toujours là avec la bonne solution pour venir en aide aux animaux et trouver des solutions à tout, parce que c'est beaucoup de système D. Vous savez que vous êtes au milieu de Bornéo. Et voilà, il sait tout faire. Moi, j'aime souvent dire que vous, en Europe, vous avez des couteaux suisses. Moi, j'ai Nanto, qui m'aide justement à résoudre plein de soucis. Puis voilà, 5 tonnes de fruits par semaine, c'est ce dont on a besoin. Mais sauver que les gibbons, ça veut dire envoyer le message aux populations locales que seuls les gibbons sont importants. Il faut sauver les gibbons, point barre. Ce n'est pas du tout le message que Calawet souhaite diffuser autour de ses activités. J'en ai beaucoup souffert quand je suis arrivé en Indonésie, parce que les gens me regardaient et me disaient « Mais pourquoi tu t'intéresses aux gibbons? Les gibbons, c'est pas important. C'est les orang-outans qui sont importants. » Parce qu'il n'y avait eu que des organisations qui s'occupaient des orang-outans. Donc c'est important de dire les orang-outans c'est important, les gibbons c'est important, et puis tout le reste c'est aussi important. Donc si demain quelqu'un nous apporte un macaque, on se doit de le récupérer et de trouver une solution pour ce macaque, ou ce putain, ou ce lori. C'est une obligation, parce que dans cette démarche de préservation de la faune sauvage, c'est le message qui est extrêmement important, ce qu'on va diffuser autour de soi dans ces activités pour la protection de ces animaux. Donc pendant ces 15 ans, on a sauvé beaucoup d'autres animaux. Des centaines de macaques craviers, détenus en captivité, on les récupère, on fait des groupes, on les relâche. Des groupes entrent dans les plantations traditionnelles des villageois. On arrive sur place, on attrape les macaques et on va les relâcher dans des zones plus sûres. Des dizaines de loris, ces petits primates nocturnes, toxiques, dont les braconniers arrachent les crocs pour pouvoir les vendre comme jouets vivants. Pareil, on arrive à relâcher quand la dentition le permet. Des pitons qui s'aventurent dans les villages, dans les villes, qui vont manger la plupart du temps les poulets. Le réflexe avant c'était de prendre la machette, couper la tête du piton. Maintenant ils appellent Calawet et on va les relâcher dans des zones sûres. Des tortues, des macaques à queue de cochon, une autre espèce de macaque, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus problématique parce qu'elle a tendance à rentrer en contact avec les humains. On fait aussi des groupes, il y en a beaucoup moins que les crabiers, que les précédents. Et on va les relâcher en hélicoptère au cœur de Bornéo, loin du tout. Des civettes, des varans, des nasiques, ce Cyrano de Bergerac de Bornéo qui est très menacé. Chat sauvage, cobra royal,
Panthère nébuleuse, orang-outans. Bien sûr qu'on reçoit des orang-outans, mais on va les donner aux organisations qui s'occupent des orang-outans, qui savent faire ça bien mieux que Callaway, parce qu'ils sont spécialisés justement dans les orang-outans. Et Sébastien est un peu loin, donc... Et puis des macaques qui sont aussi originaires de Mentawai, qui sont aussi très menacés parce que endémiques à ces toutes petites îles de l'ouest de Sumatra. Puis il y a des animaux qu'on reçoit autres que gibbons et qu'on ne peut pas relâcher. Premièrement, pour des questions d'autorisation. Les autorités ne nous permettent pas de relâcher des ours adultes, parce qu'il y a eu quelques cas d'ours qui sont sortis de la forêt, ou plutôt qui essaient de survivre dans des plantations parce que leur forêt avait été coupée, et qui ont attaqué des gens. Donc du coup, on est obligé de construire des infrastructures permanentes pour ces ours malais. 8 à l'heure actuelle au projet. Des crocodiles. On ne nous autorise pas à les relâcher, parce que c'est politiquement incorrect de relâcher des crocos si jamais il y a un souci. Voilà, les autorités ne prennent pas le risque, alors que celui qui est en haut, par exemple, c'est le faux gavial, il mange du poisson. Ça serait pas un risque de le relâcher. Mais on n'a pas le droit, par contre, on a le droit de les faire se reproduire pour ensuite relâcher les jeunes. Des loris, il y en a 3 à l'heure actuelle qui resteront à vie au projet parce que justement tous leurs crocs ont été arrachés par les braconniers. Vous savez, c'est un singe toxique qui a des glandes et qui met ses toxines sur ses glandes avant de mordre. Donc voilà. Vous savez, souvent une des critiques, c'est de dire oui, mais dis donc, tout cet argent que tu dépenses pour ces animaux qui, pour beaucoup, ne pourront pas être relâchés dans la nature, on pourrait l'utiliser pour protéger la forêt, on pourrait l'utiliser pour faire de la conservation. Parce que ce que tu fais, c'est pas de la conservation. Je vais vous montrer que grâce à ces animaux, moi c'est l'inverse. J'ai aujourd'hui les moyens de protéger la forêt. Parce que quand on fait venir des journalistes, par exemple, c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va parler du projet, qu'on va avoir les moyens d'agir concrètement sur le terrain. Ils veulent voir des témoins. Ils veulent voir, et c'est ces gibbons qui vont parler, simplement en étant là, de ce qui se passe, de la déforestation en elle-même. Et puis une philosophie, lorsqu'on fait de l'humanitaire, on doit se soucier de la condition de l'homme, de chaque individu, c'est normal. On va aider les populations, on va s'assurer du bien-être de chaque personne. Ben, ça devrait être exactement la même chose, de mon point de vue en tout cas, dans la conservation. Sauver les gibbons dans la forêt, c'est aussi important que de s'assurer du bien-être de ceux qui sont en activité. De s'assurer du bien-être ou de la survie de chaque individu. Parce que les populations sont faites d'individus. Et ça, c'est vraiment Callaway. De la conservation, mais aussi du bien-être animal. Pour ces animaux qui, pour certains d'entre eux, parce que positifs à des maladies humaines, par exemple, ne pourront jamais être relâchés dans la nature. Deuxième volet du projet, comme je vous l'ai dit, maintenant, on s'investit dans le sauvetage, dans la protection de la forêt. Et on ne va pas sauver la forêt, encore une fois, mais de la forêt. Parce que ça serait vous mentir de dire que Callaway va sauver la forêt en Indonésie. Ce qu'on peut faire, c'est, si on a l'opportunité de sauver 10 hectares, 5 hectares, et bien on la saisit, et on protège, on achète, on sauve 5 ou 10 hectares. Pas assez grand, trop petit pour certaines espèces. On ne se pose pas la question dans un premier temps, on sauve si on a l'opportunité de sauver de la forêt. Le petit rappel, c'est que là où il y a des plaines à Bornéo, il y a une très grande menace liée à l'huile de palme. Là où il y a du relief, on a une forêt plutôt épargnée pour le moment. Donc la priorité, c'est d'essayer de sauver la forêt dans les plaines. Callaway a créé en 2005 la première réserve à Ampapak. C'est là où on avait les gibbons à un moment donné, on a déménagé, mais on en avait profité pour créer une réserve avec les villageois et officialisée par le gouvernement. C'est 700 hectares. Cerné, il reste... Autour de ça, la végétation est maintenant abîmée. Il y a des orang-outans à l'intérieur, il y a des gibbons. Certains d'entre eux ont été relâchés par Callaway. Que 700 hectares, vous me direz. Oui, c'est déjà ça. Deuxième réserve, à Bornéo, en 2010. La réserve Pararawen, près de 6000 hectares. Une réserve d'État créée en 1979 par les autorités, jamais protégée